Une table ronde et je les remercie beaucoup d'avoir accepté d'être là. Alors il s'agit, je vais les appeler par ordre alphabétique, de... Il y a un petit problème de micro, non? Peut-être qu'il faut que j'arrête de bouger, c'est ça? Ok. France, vous êtes responsable du... Je vais les appeler par ordre alphabétique de... Il y a un petit problème de micro, non? Gérard Cordelier, juste à côté de moi, que vous connaissez bien, je pense, chez Crésus, président de Crésus Bourgogne, trésorier de la fédération. Et puis avec lui, on va parler aussi de Credos, qui est quelque chose que certains connaissent également. On a encore, de l'autre côté, Véronique Tocquevillard. Bonjour Véronique. Alors, vous êtes vice-présidente de Crésus Savoie au pluriel. Et j'en dis pas plus. Et puis finalement, on a Catherine Sias. Bonjour Catherine. Et vous êtes présidente de Crésus Var. Alors merci à tous les 5 d'être là. Et ensemble, on va balayer différents thèmes. Il me semble qu'on va parler de la complémentarité entre l'activité bénévole et le travail des travailleurs sociaux. On va parler du recrutement des bénévoles. On va parler des compétences nécessaires pour être bénévole en lien avec le surendettement et des formations. On va aussi parler organisation et process. Et enfin, il sera question des enjeux de transformation numérique. Bref, vous commencez à le percevoir avec ma petite énumération. Dans le fond, il me semble qu'on est là ce soir pour échanger autour du caractère quasi professionnel de l'engagement bénévole face au surendettement. Mais avant de commencer la table ronde, j'aimerais bien qu'on écoute, plutôt on va visionner une petite vidéo qui nous vient de Strasbourg. Et il s'agit d'un témoignage d'un bénévole, alors je ne savais pas comment le qualifier, alors je vais dire un bénévole historique de Crésus, qui s'est engagé chez Crésus Alsace il y a 24 ans, et c'est une personne qui a 93 ans aujourd'hui, je crois. Donc certains ici le connaissent, je vous donne un indice, c'est un ancien banquier. Et voilà, on peut peut-être baisser la lumière quelques instants si vous le voulez bien. Et ça nous fera une petite introduction. De quelle façon suis-je arrivé chez Crésus? Comme je suis perpétuellement en mouvement, super actif, le jour de ma retraite, ça fait 24 ans maintenant, mon épouse s'est demandé comment elle allait faire pour m'occuper. Le hasard fait que, quelques jours après mon départ à la retraite, elle lit un article dans les journaux sur une association qui s'occupait de surendettés. Je suis donc allé voir le dirigeant de l'époque, M. Bicheknel, un homme remarquable, qui m'a reçu très aimablement en me disant « Mais moi je vous connais, vous avez tout à fait le profil éventuellement pour devenir bénévole. » Il m'a expliqué en quoi consistait le rôle de cette association. J'ai été formé sur le tas par lui-même. Et très peu de semaines après, j'ai volé mes propres ailes et j'ai pris vraiment plaisir à aider les gens à s'en sortir. Et ça fait donc 24 ans que je reviens chaque semaine rendre service à la collectivité. Je me sens encore utile, nonobstant mes 91 ans.
Je suis donc allé voir le dirigeant de l'époque, M. Bicheknel, un homme remarquable, qui m'a reçu très aimablement. En fait, je voyais des gens, un peu honteux d'ailleurs, venir me raconter leurs histoires d'argent. Je me suis rendu compte que la crédulité de beaucoup de gens leur faisait souscrire des crédits qui dépassaient leur capacité de remboursement. J'ai aussi pu constater à cette époque que certain nombre de financeurs prenaient leurs aides pour accorder des crédits à des gens qui manifestement n'avaient pas la capacité de rembourser leurs dettes. En fait, ces entretiens ressemblaient un peu à des entretiens avec un psychologue. Ils racontaient leur vie et moi, notamment en tant que banquier, je le faisais en leur miroir. La plupart des gens repartaient soulagés pour deux raisons. D'abord, quelqu'un les avait écoutés sans porter de jugement, et ensuite, on leur avait trouvé une solution pour s'en sortir honorablement. Les personnes qui venaient nous voir s'étaient mis dans une situation financière difficile, soit parce qu'ils étaient au chômage, mais surtout, à mon avis, parce qu'il n'y avait aucune gestion de rigueur budgétaire. Aujourd'hui, depuis 5 à 6 ans, les personnes qui viennent nous voir ont moins de dettes de crédit que des dettes de retard de paiement. Autrement dit, retard de loyer, un trop perçu de Pôle emploi, des charges non payées, des impôts en retard, etc. Donc aujourd'hui, je constate, par rapport à ça il y a 20 ans, une dégradation de la situation plus structurelle à partir du moment où ils quittent avec une solution, ils sont rassurés. La plupart des gens me quittent en me disant merci infiniment pour les avoir écoutés, pas les avoir jugés et d'avoir trouvé une solution avec eux. J'interviens chez Crésus depuis 24 ans. J'ai présidé cette association pendant 8 ans. Vraiment, c'était des moments de bonheur que je continue à vivre le mercredi après-midi quand je fais mes permanences. Donc aussi longtemps que mes facultés intellectuelles me le permettent, je continuerai à venir parce que je rends service et ça fait plaisir. Ils quittent avec une solution, ils sont rassurés. La plupart des gens me quittent en me disant merci infiniment pour les avoir écoutés, pas les avoir jugés et d'avoir trouvé une solution avec eux. J'interviens chez Crésus depuis 24 ans. J'ai présidé cette association pendant 8 ans. Vraiment, c'était des moments de bonheur que je continue à vivre le mercredi après-midi quand je fais mes permanences. Donc aussi longtemps que mes facultés intellectuelles me le permettent, je continuerai à venir parce que je rends service et ça fait plaisir. Plus structurel, à partir du moment où ils quittent avec une solution, ils sont rassurés. La plupart des gens me quittent en me disant merci infiniment pour les avoir écoutés, pas les avoir jugés et d'avoir trouvé une solution avec eux. J'interviens chez Crésus depuis 24 ans. J'ai présidé cette association pendant 8 ans. Vraiment, c'était des moments de bonheur que je continue à vivre le mercredi après-midi quand je fais mes permanences. Donc aussi longtemps que moins protecteur que celui de la France. Et donc, quand on est frontalier, on peut du jour au lendemain, comme aux États-Unis, se retrouver avec son petit carton et sortir le soir et ne plus avoir de travail le lendemain. Et ce qui rajoute un supplément de complications dans ces situations, c'est que ils sont frontaliers et donc toutes les banques leur ont déroulé le tapis rouge quelque part, n'ont pas fait attention au crédit qu'ils accordaient à ces personnes-là. Et donc ces personnes-là se retrouvent parfois avec une liste de crédits à la consommation accordée qui est absolument effarante. On peut arriver jusqu'à 40, 50 crédits pour une seule et même personne, pour un seul et même foyer. Et donc ça, c'est des situations qu'on voit régulièrement en Haute-Savoie. Et à l'inverse, on voit aussi une population qui n'arrive plus à payer ses charges fixes parce qu'elles sont au SMIC. Et en Haute-Savoie, le prix de l'immobilier est très élevé. Et donc, quelqu'un qui gagne le SMIC en Haute-Savoie est forcément en situation de surendettement, même si elle n'a pas de crédit. Voilà. C'est
l'entreprise. Ok, ben alors au départ, effectivement, on était deux. Pardon. Au départ, on était deux et on a fonctionné d'abord sur le bouche à oreille et sur nos connaissances à chacun, donc le président et moi. Et donc de fil en aiguille, on a réussi à recruter des bénévoles qui ont des profils vraiment variés, et c'est ça qui nous importe en fait dans l'association. On n'est pas axé sur une profession en particulier du type banquier. Dans notre association, on trouve vraiment beaucoup de profils, et c'est ça qui fait la richesse de notre association, parce que comme notre ADN pour recevoir les personnes, c'est d'être en binôme, c'est-à-dire que quand on reçoit quelqu'un, une situation, on la découvre à deux, et donc on a deux regards différents parce qu'on a chacun son histoire, hein, et on peut poser des questions différentes, avoir un œil différent sur la situation, et ça nous apporte beaucoup en fait. Oui, cette situation de binôme, elle n'est pas forcément partagée par tous les assos Crésus, je crois. Peut-être qu'on en reparlera avec les autres intervenants. Et peut-être pour terminer, vous avez des nouveaux projets? Vous continuez encore à grossir? Vous en êtes Oui, on essaye de grossir. Là, cette année, on a ouvert une nouvelle permanence sur la Haute-Savoie. Et on espère bien en ouvrir une autre sur la Savoie. Donc, on continue à grossir, effectivement, mais il faut faire attention de grossir de manière raisonnée, c'est-à-dire que si on n'est pas connu, on n'a pas de gens qui viennent nous voir, donc on n'a pas besoin de bénévoles, mais en même temps, quand on monte en bénévole, il faut après chercher de l'activité, entre guillemets, et donc voilà, il faut faire progresser ces deux choses-là en même temps. Donc, on essaye de faire ça. Bravo, merci pour ce premier témoignage, et on va passer la parole à Geneviève, je vais essayer de me mettre là pour voir s'il y a moins d'écho, sachant que peut-être ça n'arrange pas la captation, donc j'ai une grosse charge mentale en animant cette soirée. Cathy, vous êtes Geneviève. Pardon, allez, je lui ai dit, je vais faire l'erreur parce que c'est Geneviève Cathy Poulain, donc je l'ai faite. Geneviève, vous êtes présidente du SOS Famille de Bourg. Oui. Depuis 12 ans. Oui. Et puis vous avez un passé d'assistante sociale, de travailleuse sociale. J'ai travaillé avec des travailleurs sociaux dans mon activité salariée. Donc il était tout à fait logique que je continue ce que je savais faire. Et puis déjà pour continuer à me rendre utile, être utile, enfin partager mes compétences aussi, rester aussi sur le côté humain qui se perdait un peu dans mon ancien travail. Justement, on avait abordé le sujet avec Véronique. Oui. Selon vous, quelles sont les différences entre l'accueil et l'accompagnement que vous proposez chez SOS Famille de Bourg et celui qui est proposé par les travailleurs sociaux, enfin les travailleuses sociales du territoire? Alors, même si nous nous entendons très bien avec les travailleurs sociaux, d'ailleurs j'étais encore avec une avant de venir, nous recevons au même niveau. Il n'y a plus le bureau entre nous deux. Nous recevons en binôme, nous avons une grande table, et lorsque la personne se présente, nous proposons toujours, voulez-vous un café, un verre d'eau, il y a des jus de fruits, bon. Déjà, le rapport n'est plus le même. Le travailleur social a déjà reçu la famille, a déjà dégrossi le dossier, mais nous serons là. Nous allons recevoir la famille, nous allons faire de la dentelle, nous allons écouter, nous allons reformuler, et nous prenons le temps qu'il faudra. Avant, j'avais droit à 35 minutes, là, s'il faut 1h15, je prends 1h15, 1h30, voilà. Et après, nous débattons de la situation, Mais le département de l'Ain est un département très rural, et il y a peut-être des personnes, nous avons une population quand même, il n'y a que 10% de pauvreté, mais c'est vraiment un taux de pauvreté, vraiment, sont très très pauvres. Ce sont des emplois non qualifiés, et là, depuis l'an dernier, nous avons une nouvelle population, nous avons des travailleurs pauvres, des personnes seules qui font
face à des charges d'un couple et qui ne peuvent plus y arriver. Et nous avons également maintenant des retraités, bon, des femmes retraitées, mais nous avons aussi des couples de retraités. D'accord. Est-ce que vous êtes nombreuses à Alors, Bourg Est-ce qu'il est facile de trouver des bénévoles chez SOS Famille? Alors, le bouche à oreille fonctionne bien. De par mes relations, je demande à... Enfin, j'arrive à avoir des personnes qui viennent parce que je les rencontre. Je suis aussi bénévole. Ça s'appelle les points info emploi. On travaille avec la ville de Bourg-en-Bresse. Nous recevons des personnes dont Pôle emploi ne souhaite pas s'occuper parce que ils sont trop éloignés de l'emploi. Il y a trop de problèmes, que ce soit l'électronisme, même bon. Enfin, il y a beaucoup de freins à l'emploi. Bon, donc nous les recevons et là nous consacrons aussi du temps. Et donc entre bénévoles, nous discutons et j'en ai récupéré quelques-unes. Et j'accepte aussi. Nous avons accepté depuis l'an passé. Qui deviennent bénévoles, qui ne sont pas bénéficiaires. Oui, on est d'accord. Non, qui ne sont pas bénéficiaires. Nous avons aussi avec France Travail. Nous acceptons des personnes dans le cadre des PMSMP, c'est-à-dire période en milieu PMSMP, en milieu Quelqu'un peut nous aider s'il vous plaît? Alors, Google est votre ami. Exactement, merci. Donc, qui viennent découvrir les métiers chez nous. Alors, découverte des métiers du social ou de l'accueil, enfin bon, ça se passe bien, et certaines restent comme bénévoles. Et vous me disiez aussi que vous allez dans les IUT de travail social présenter l'activité et que oui, parfois oui, aussi, à l'école, par exemple, d'assistante sociale deuxième année, à l'AFPA, à l'école deuxième chance aussi. Bon, oui, ça permet d'avoir, enfin, bon, je donne peut-être de mon temps, mais ça paie. D'accord. Pour terminer, moi j'ai beaucoup discuté avec Geneviève et elle est insérée de façon incroyable dans tous les réseaux associatifs à l'échelle de la ville. Et je me demandais qu'est-ce que ça vous apporte, ou bien plutôt qu'est-ce que ça apporte à SOS Famille de Bourg d'avoir une présidente qui est partout, quoi, tout le temps. Faut voir, franchement, elle a un agenda plus rempli que non, le mais mien. ça nous permet. Assistante sociale qui manque un peu de connaissance du terrain de l'un. Voilà. Donc nous échangeons quand même beaucoup et ça se passe très bien. D'accord, donc il y a une espèce de complémentarité avec... Ah oui. Et non seulement avec les travailleurs sociaux du conseil départemental, mais avec le secours populaire, avec le secours catholique, les restos du cœur. Nous sommes prescripteurs pour l'épicerie solidaire. Si nous faisons des dossiers où la famille pourrait avoir du mal à rembourser, on les oriente vers l'épicerie solidaire. Nous avons aussi accès à EDF Solidarité. Nous avons des familles que nous suivons quand même depuis 2017 dans le cadre d'un suivi budgétaire vraiment point par point. Nous avons aussi, nous sommes prescripteurs
pour le département de l'Ain, pour Solia, lorsque nous avons des familles qui manifestement ont des dettes de fluide ou électricité, enfin un fluide très importante, nous avons un accord avec Solia qui va passer dans les familles pour faire une étude et nous donner un rapport. Par exemple, le frigo n'a pas été dégivré, ou ou la gamine prend 3 bains par jour, oui, ou on laisse couler l'eau pour le chat. C'est ça. D'accord, en tout cas, c'est la vraie vie. Vous êtes vraiment très inséré, ce qui vous donne accès à plein de ressources, plein d'infos qui permet de faire mieux connaître l'asso. Tout à fait. D'accord. Bah, merci pour ce témoignage. Peut-être qu'il fera écho, peut-être qu'il surprendra aussi les personnes de chez Crésus. Et du coup, vous pouvez passer la parole, le micro à votre voisin. Bonjour. Qui n'est pas encore bénévole dans une association. Pas encore, mais la retraite approchant. Attention, là, vous allez vous faire sérieusement. solliciter. Attention. Merci Marc Bagnoni d'être parmi nous. Merci à vous pour l'invitation. Donc, je vous l'ai dit, vous êtes directeur du service destiné aux particuliers à Paris, secrétaire de 2 commissions. Et ce que je n'ai pas encore dit, c'est que vous avez commencé votre carrière, j'ai le droit de le dire, en 91. Vous avez le droit de le dire. Trop tard, je l'ai dit, en tant que gestionnaire de dossiers de surendettement. Donc vraiment, c'était le tout début de la gestion de dossiers. Alors, j'ai une première question pour vous. C'est est-ce que dès les années 89, 90, 91, quand vous êtes arrivé, la Banque de France a collaboré avec les acteurs du social ou avec les associations dès le début? Alors, je vois que votre voisine fait non. Non, j'ai demandé à Marc. Alors, je vais confirmer qu'effectivement, ce n'était pas le cas. Mais alors, ce qu'il faut bien comprendre, je vais faire un bref retour en arrière, aller un petit peu plus loin que les années 90, au début des années 80, où en fait, les banques de détail s'aperçoivent que les particuliers en France sont moins endettés que les ménages à l'étranger pour les pays équivalents, et lancent en fait une campagne commerciale assez, j'allais dire agressive, dynamique en tout cas, et appuyée en direction des ménages pour promouvoir un certain nombre de produits. Vous avez sûrement en tête les crédits on appelait ça revolving à l'époque, on appelle ça renouvelable, et puis en assouplissant aussi les conditions d'octroi de crédit. Un des effets collatéraux de cette politique, ça a été qu'a émergé un phénomène qu'on a appelé le surendettement à l'époque, qui était des gens qui s'endettaient trop par rapport à leurs ressources. C'est ce qu'on appelait le surendettement actif. Et donc, ce phénomène a pris une telle ampleur que les pouvoirs publics s'en sont saisis, il y a une loi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'esprit de cette loi, c'était de se dire, d'un côté, il y a le débiteur qui a souscrit trop de crédit par rapport à ses ressources, de l'autre côté, il y a le créancier qui, lui, n'a pas été très regardant sur les conditions d'octroi du crédit. Donc, on va mettre un facilitateur qui va être la Banque de France et qui va négocier un plan, une solution, en fait, d'appurement de la dette à l'amiable. C'est ça, en fait, au démarrage. Donc, on est dans cette situation-là. Donc, la question sociale telle qu'on l'entend aujourd'hui, elle n'est pas prégnante à cette époque-là. On a vraiment ce rôle de facilitateur. Et d'ailleurs, lorsque il n'y a pas de plan amiable, ça va chez le juge. Il n'y a pas d'autre outil que cela à cette époque, au niveau de la commission de surendettement. Alors, donc vous avez des liens avec les banquiers, mais pas avec on est dans une discussion de gré à gré pour trouver des solutions sur les dossiers. Alors, il y a bien quelques dossiers où il nous semble qu'effectivement, ça serait bien que la personne voit un travailleur social à l'époque, parce qu'à l'époque, il y a assez peu d'associations spécialisées sur ces questions budgétaires. Donc il y a des associations généralistes, mais qui sont assez peu armées quand même sur ces questions-là à l'époque. Donc d'où l'émergence de Crésus et d'autres associations qui ont été vraiment un tournant quand même dans la gestion et dans l'accompagnement du surendettement. Et donc voilà, donc certains dossiers, on se dit ce serait bien que les travailleurs sociaux commencent à germer l'idée qu'il faudrait former les travailleurs sociaux sur ces notions-là, mais on en reste à peu près là. Je vais aller très vite, donc peut-être juste 2 éléments. Assez vite, on s'aperçoit que le périmètre initial était pas suffisant. On voit arriver des gens qui, eux, ont eu des accidents de la vie, donc baisse de ressources, ils peuvent plus faire face à leurs engagements financiers. Donc là, voilà, on upgrade un peu la question sociale. Et puis après, on a des gens qui sont en situation de pauvreté, donc dont les ressources ne permettent pas de faire face à leurs charges. Et là, la question sociale prend tout son sens et la Banque de France ne peut plus rester dans cette situation de discussion de gré à gré. Il faut un écosystème. Ça a été les travailleurs sociaux et ces nouvelles associations qui ont émergé sur ces questions-là particulières. Et aujourd'hui, pour qu'un dossier ait des chances d'être bien traité, c'est bien qu'il y ait l'ensemble de ces intervenants qui puissent
suivre en amont pour les associations et en aval, et la Banque de France qui se concentre sur son métier de traiter au plus vite et au mieux ces dossiers. D'accord, justement, parlons d'aujourd'hui. Quelles sont les liens aujourd'hui très concrets qu'il y a entre les banques de France, les succursales ou le siège et les assos? Et quels sont finalement les points de contact aujourd'hui et à quoi servent ces contacts? Alors, pour être très concret, d'abord dans le traitement des dossiers. Donc, lorsque vous le savez tous, quand vous déposez un dossier, si un travailleur social est déclaré, il recevra l'ensemble des documents qui sont liés à la procédure, ce qui va lui permettre de faciliter l'accompagnement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il peut y avoir des échanges entre le gestionnaire et la personne qui accompagne, si nécessaire, parce qu'il y a besoin de préciser des points. Et troisième point, nous, systématiquement, dans les dossiers qui ne sont pas accompagnés, parce qu'on a à peu près la moitié des dossiers sur Paris où il n'y a pas d'accompagnement, le gestionnaire propose, parmi nos partenaires, il y a Crésus, le Crédit Municipal, leur propose un accompagnement parce qu'on estime que c'est toujours préférable pour qu'il y ait un aboutissement des dossiers de surendettement. Ça, c'est le premier point très concret. Le deuxième, c'est les CEDIF, alors c'est les comités d'inclusion financière départementaux. C'est clair pour tout le monde, CEDIF? C'est un lieu au niveau départemental avec un tour de table où il y a les associations, la Banque de France, des représentants de l'État, préfet, trésor, des banquiers. L'idée, c'est d'échanger autour de l'inclusion financière, de ce qui se fait au niveau de l'OIB, qui est une superstructure qui regarde un peu de manière macroéconomique les questions d'inclusion financière, d'échanger sur les problèmes locaux et puis de faire en sorte qu'il y ait des acteurs qui se rencontrent et qui ne se rencontrent pas toujours. Les associations et les banquiers ne se voient pas toujours. Là, c'est un lieu où on peut se rencontrer. Donc ça, voilà, c'est une des utilités des CEDIF. On a notre mission d'éducation financière que vous connaissez peut-être. On dispense des formations. Alors sur Paris, autour de tout ce qui est dispositif d'inclusion financière, surendettement, droit au compte, etc. Sur Paris, on en fait à peu près 40 par an et cette année, on aura touché à peu près 900 intervenants sociaux. Alors je précise juste, quand je dis intervenants sociaux, c'est côté Banque de France, on ne distingue pas les travailleurs sociaux des bénévoles. Pour nous, c'est les mêmes personnes avec qui on collabore sans aucune distinction. Donc ça, c'est l'éducation financière. On essaye, d'un point de vue plus macro, au niveau national. Alors il y a l'OIB, j'en ai parlé rapidement, mais peut-être une des choses qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui la banque, dans tout ce qu'elle fait au niveau des particuliers, elle a créé un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Mes questions d'argent, avec l'idée d'en faire un site pédagogique, facile d'accès, etc. Comme nous, on a quand même une culture administrative, on se dit que c'est mieux de travailler avec des gens qui, au quotidien, ont contact avec des personnes qui ne sont pas familiers de ce langage administratif, juridique ou bancaire. Et donc, il y a une volonté de simplifier l'accès de ce type de site. Et d'ailleurs, on a ouvert un espace d'intervenants sociaux sur ce site avec toute une série de ressources. C'est bien, parce qu'on n'a que 8 minutes, Marc. Voilà. J'ai une dernière question pour vous, quand même. Quand on a préparé la table ronde, moi j'avais lu le rapport de l'OIB, donc Observatoire de l'inclusion bancaire, qui est une mission confiée à la Banque de France. Et il y a une belle promotion du rôle des CEDIF. C'est très bien, c'est la Banque de France qui le dit, mais moi je proposais à Marc de nous donner des exemples de collaboration dont on peut voir les résultats, et qui sont issus ou non des CEDIF, mais qui sont en fait qui viennent en tout cas des discussions avec les assos. Et il me semble que vous aviez quelques exemples en tête. Alors je vais en prendre un, comme le temps est compté, mais un des retours que l'on avait, c'est que les courriers Banque de France, notamment les plans, sont des documents administratifs. Alors on a un certain nombre de contraintes légales de citer des textes, mais difficiles en termes de compréhension. Donc l'idée, ça a été de simplifier ces courriers autant que faire se peut. Et là encore, un peu comme pour le site, on l'a fait en partenariat avec les associations pour essayer de faire en sorte que ça soit le plus compréhensible possible. Alors, il se trouve que même en ayant fait cet effort, il nous revient que ça reste quand même des fois un petit peu compliqué à comprendre. Donc, on va refaire un effort dessus, mais surtout, on s'est dit qu'on était peut-être arrivé un petit peu au bout de l'écrit. Donc maintenant, systématiquement, dès lors qu'il y a un plan de réaménagement des dettes, on fait ça depuis le mois de juillet, on appelle le débiteur, les gestionnaires, pour faire en sorte de lui expliquer les mesures. Donc on les met pas en place, mais on lui rappelle il y a une date, que c'est à lui de le faire, que ce serait peut-être bien qu'il soit accompagné et lui expliquer la nature des mesures. Et donc ça, c'est des retours qui viennent directement des gens de terrain qui accompagnent. Oui, puis quand on discutait, vous me parliez aussi de la prise de conscience par la Banque de France de l'état d'électronisme, par exemple, elle vient des assos,
ou bien que la créativité en termes de frais bancaires, parfois elle vient aussi des remontées des assos, et tout ça, c'est des collaborations fructueuses pour être bien informés, quoi. Il y a toute une série de sujets comme ça récurrents sur lesquels on travaille ensemble. Très bien. En tout cas, c'est très précieux pour nous. Très bien, merci Marc. Et du coup, vous pouvez passer le micro à Catherine Sias. On avance. Donc, retour en région, dans le Var. Et vous êtes bénévole depuis 2009, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, j'ai bien pris mes notes. Donc, Marc a évoqué l'évolution des usagers de la Banque de France au gré des lois. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui qu'en 2009 d'être bénévole face au surendettement? Alors, c'est pas une question de difficulté, c'est une question de compétence. Un bénévole, au début de la connaissance que j'ai eue de Crésus dans le Var, c'était quelqu'un qui était de bonne volonté et qui voulait aider. L'évolution étant, de par toutes les dispositions du surendettement, la complexité de l'organisation dans une association avec les remontées de statistiques, que ce soit pour les CCAS, la préfecture ou même notre fédération, nous avons besoin de personnes qui sont compétentes en informatique et qui sont compétentes qui comprennent en fait au niveau bancaire et même juridique, puisqu'il y a des complexités dans les dossiers maintenant. Donc être bénévole aujourd'hui, c'est vraiment être quelqu'un qui s'engage à devenir compétent s'il ne l'est pas. Qui suit des formations, qui suit des formations qui sont récurrentes, que ce soit en interne, que ce soit par notre fédération qui nous fait des formations régulières, voilà, et dont nous avons besoin, et qui valorise le bénévole et qui rendent attrayant ses missions, en fait, qui rendent attrayantes ses missions. D'accord. Parmi les situations complexes qu'on avait évoquées ensemble et que vous rencontrez au quotidien et qui nécessitent des compétences pour être traitées, vous me parliez du cas des auto-entrepreneurs. Et est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Parce que je pense que ça fera écho à l'expérience d'autres personnes et on pourra y revenir par la suite. Alors, les auto-entrepreneurs, c'est pareil, sont apparus en venant chez Crésus Var il y a un petit peu avant la Covid, enfin avant la crise sanitaire. Et nous avons, alors à ce moment-là, notre formation était quand même limitée et nous disions, adressez-vous au tribunal de commerce, demandez les procédures collectives, faites des sessions de créances, et on les accompagnait quand même dans le diagnostic de leur budget pour savoir si c'était des dettes personnelles ou professionnelles, ou les deux en fait. Et maintenant, nous nous apercevons qu'en 2024, rien que depuis janvier, on a reçu à peu près une quinzaine de demandes d'auto-entrepreneurs. Or, ces personnes sont complètement perdues parce qu'en fait, elles vont au tribunal, elles vont au greffe du tribunal, on leur dit une chose, elles reviennent, elles essayent de se renseigner sur Internet, elles vont voir leur comptable, elles peuvent être réadressées chez Crésus. En fait, elles sont ballottées un peu et ça n'est pas du tout satisfaisant. Voilà, ça n'est pas du tout satisfaisant. Ce que nous faisons actuellement, il faut dire que comme c'est nouveau, notre équipe de bénévoles ne peut pas être formée d'un seul coup rapidement. Nous avons simplement la démarche, en attendant les formations pour nos équipes de bénévoles qui les prennent en charge ensuite, nous avons regardé les dossiers du tribunal de commerce et nous leur procurons les dossiers en essayant de leur expliquer comment les remplir. Voilà. Déjà, ils sentent qu'ils sont reçus, qu'ils sont écoutés. Mais c'est un vaste sujet puisqu'en fait l'auto-entrepreneur, il faut savoir que au départ, lorsque vous créez une auto-entreprise, c'était quelqu'un qui cherchait une complémentarité de revenus, qui était salarié à côté et qui maintenant, vu le manque d'emploi, crée son auto-entreprise pour travailler et pour essayer d'avoir un revenu qui soit décent. Donc on se retrouve dans
dans une situation qui est difficile. On les comprend très bien, mais on voit qu'il y a de plus en plus de faillites parce que les auto-entrepreneurs, moi je vois dans le Var, simplement pour en parler, ce sont des gens qui n'ont pas fait d'études de marché avant de créer leur activité. Donc il peut y avoir des auto-entrepreneurs, beaucoup de femmes aussi, qui créent des ongleries, qui créent des petits métiers, et qui se retrouvent en difficulté parce qu'en fait, ils se retrouvent à 10 dans la même commune à faire la même chose. Donc ce ne sont pas des revenus qui sont probants. D'accord. Et alors, je crois qu'on y reviendra de toute façon. J'ai une dernière question pour vous. On a parlé des CEDIF. Il me semble que vous y participez dans le Var. Également. Et vous trouvez que c'est un dispositif satisfaisant ? Ah oui, très. Nous rencontrons des banquiers, nous rencontrons d'autres associations qui œuvrent justement sur le terrain social. Nous apprenons beaucoup de choses, je dois dire. Et nous avons des échanges. Bon, Madame parlait de l'école de la deuxième chance qui est au CEDIF aussi, avec laquelle nous avons rencontré justement des dirigeants qui sont très axés sur les jeunes que nous, c'est vrai que nous n'avons pas particulièrement dans nos demandes. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la gestion du budget pour les jeunes et pour les préparer à la vie active est importante. Et la Banque de France nous accompagne, nous demande des remontées, nous demande de nous rencontrer, même en dehors du CEDIF. D'accord, très bien. Ben, merci pour ce témoignage. Last but not least, comme on dit. On a Gérard Cordelier, président de Crésus Bourgogne. Depuis 2004. Depuis 2004. Et trésorier de la Fédération Crésus depuis 17 ans. C'est ça, Pauline, tu confirmes ? 17-18 ans, voilà. Alors, Gérard, vous êtes arrivé en 2004. Vous avez des souvenirs ? En fait, c'est une question que j'ai posée à beaucoup de monde, mais peu de personnes ont été capables de répondre. Je voulais, c'était quoi votre premier dossier ? Et il se trouve que Gérard est capable de répondre. Et demandez-vous, vous, si vous vous souvenez de votre premier dossier. Il se trouve que j'ai amené un dossier avec moi. Ça, c'est un plan de surendettement, c'est-à-dire il y a environ 70 crédits, un encours de 500 000 € et 17 000 € d'échéance contractuelle mensuelle. Voilà. Alors, donc ça, c'est un de vos premiers dossiers des années de 2000. Ça, c'était un dossier de 2004. 2004, donc un de vos premiers dossiers en 2004. Alors, moi, je viens de l'industrie et puis j'ai eu 37 ans de liquidation judiciaire personnelle avec une entreprise de 200 salariés pour laquelle j'ai déposé le bilan. Et j'ai découvert Crésus et j'étais un petit peu curieux, etc. Et comme j'ai eu un parcours un petit peu de marche à l'ombre pendant des années, je me suis dit, je vais aider Crésus avec mon expérience parce que je m'en suis sorti. Ma liquidation judiciaire a été clôturée pour les professionnels pour extinction du passif, c'est-à-dire j'avais plus un centime de dette. Donc j'étais complètement blanchi, etc. Donc je suis rentré chez Crésus Bourgogne à Dijon. Et puis, j'ai voulu découvrir ce qui se passait pour le particulier. Et un de mes premiers dossiers, c'était celui-là. Donc, gros dossier quand même. Hein. Ouais, voilà, bon. Peut-être je pensais qu'il n'y avait qu'à la frontière suisse qu'on avait ça, mais en effet. Vous l'avez dit, hein, vous êtes un industriel et quand j'ai senti que quand vous êtes entré chez Crésus, petit à petit, vous avez beaucoup réfléchi au process pour recevoir et traiter efficacement les personnes en situation d'excès de dette. Est-ce que vous pouvez partager ici l'évolution des process de Crésus Dijon ? L'évolution, c'est que moi j'habite à 70 km de Dijon, donc en tant que bénévole, ça me faisait 140 km aller-retour. Alors au départ, j'avais deux rendez-vous le matin, 2 l'après-midi. Sur les 4 rendez-vous, il n'y en a que 2 qui venaient. Donc j'étais un petit peu déçu et les 2 autres venaient les mains dans les poches. Alors très rapidement, comme en même temps Gmail a lancé les boîtes mail, c'est 2004,
la numérisation, la dématérialisation. Et comme j'étais toujours un peu curieux, je me suis lancé là-dedans aussi. Si bien que des permanences en présentiel, j'ai été très critiqué pour cela. J'ai fait des permanences en distanciel pour les premiers contacts. Alors, les premiers contacts se déroulent par téléphone. Les gens sont chez eux. Il n'y a pas de discrimination dans une salle d'attente, dans une mairie, etc. Et les gens sont sur leur terrain. On passe le temps nécessaire, etc., pour faire un pré-budget sur leur déclaratif. Bon, j'ai ça comme ressource, mon loyer, etc. Et rapidement, donc avec l'expérience du surendettement, rapidement, les gens, je leur dis, bon, bah, écoutez, voir ce qu'on peut vous apporter comme solution, c'est un moratoire, un gel des dettes, un plan, une partie effacée, ou la totalité dans les situations irrémédiablement compromises. Disons que moi, l'important, c'était, même si je ne voyais pas les gens, c'était de sentir qu'ils avaient les yeux qui brillent. Voilà, pour qu'ils puissent s'investir dans la procédure de surendettement pour monter la déclaration de surendettement. Donc, en fin de premier contact, on dresse une liste de justificatifs indispensables à nous communiquer et ensuite un budget sur les pièces justificatives, donc un diagnostic budget sur justificatif et ensuite la déclaration de surendettement. Et rapidement, avec la dématérialisation, avec les mails, etc., et puis l'État s'est lancé dans un dispositif Aidant Connect. Ah, mais attendez, j'ai pas le temps de poser ma question. Voilà. Donc, Non, mais alors je le coupe parce que il manque une étape quand même que je veux valoriser. On avait un scénario, il respecte rien, mais si vous êtes connu chez Crésus, c'est d'abord parce qu'il y a eu ce logiciel Credos que vous avez largement contribué à produire. Moi, j'aimerais bien que vous racontiez, enfin que vous nous disiez deux mots de ce logiciel et de la façon dont vous l'avez introduit. Alors... Attendez, je pose les deux en même temps, comme ça je vais plus vous couper. Et ensuite, moi j'ai découvert quelque chose en discutant avec Gérard, c'est Aidant Connect. Et la façon dont vous voyez ça comme une solution à bien des problèmes de constitution de dossiers ou de découragement de personnes en situation de déséquilibre budgétaire et qui perdent un peu le lien. Et je pense que ça vaut le coup d'en discuter. Je suis pas sûre que déjà que tout le monde connaisse et que ça fasse forcément sens ou que l'appropriation elle soit la même. Et du coup voilà. Donc d'abord Credos et ensuite Aidant Connect. Alors Credos, il s'est trouvé que je me suis occupé d'une famille qui était endettée d'environ 30 crédits. Que j'ai accompagné sur toute la longueur, etc. Et un des fils m'a dit, écoutez voir, M. Cordelier, vous avez sauvé la famille, qu'est-ce que je pourrais vous aider? Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis en études en faculté d'informatique, etc. Alors on a passé un deal, je lui ai dit, écoute, je sais ce que je veux, et si tu peux développer, on développe un logiciel. Et on s'est attelé il y a 12 ans maintenant, ce logiciel de mes pratiques. Et aujourd'hui, on transmet les déclarations de surendettement pour les personnes seules directement en ligne. Voilà le chemin. Très bien. Aidant Connect, alors dites-moi, Aidant Connect, qu'est-ce que c'est que ce truc? Aidant Connect, j'ai toujours été un curieux. C'est un dispositif de l'État français, de l'État qui permet d'aller chercher les justificatifs au travers d'un mandat, c'est-à-dire que les personnes nous donnent un mandat et puis on se balade sur les 1000 sites qui sont référencés France Connect et de cette façon-là, on peut aller chercher les justificatifs très rapidement. C'est-à-dire. Mais à quelles conditions, en fait Pardon ? À quelles conditions vous avez ce mandat ? Le mandat, la personne à côté de nous demande donc, on décide par exemple une déclaration de surendettement.
la personne, on lui demande les justificatifs. Bon, vous savez que maintenant, les justificatifs, c'est pratiquement le parcours du combattant pour les avoir. Donc, si on veut que la déclaration se fasse rapidement, les personnes nous font un mandat, on le fait ensemble, et puis on peut aller sur le site des impôts, aller chercher le dernier avis d'imposition, la dernière déclaration de revenus. Ça marche avec les banques ou pas? Non. Ah non, ça peut marcher avec les banques, mais je m'y refuse. Je veux pas avoir d'entrée chez la banque pour ne pas avoir de problème de faire à la place d'eux, de faire des opérations financières. Donc, on a parlé de Credos. On est en train de finir le développement de la lecture des relevés bancaires scannés et en OCR, on reconnaît toutes les écritures et on fait un budget automatique. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui vient nous voir, on lui demande soit ses PDF de relevés bancaires, donc on n'a pas accès sur le compte bancaire, ou soit les relevés papier, dans la qualité qu'on nous donne, on les scanne et puis ensuite on les lit en OCR et on fait un budget automatique. Et on en est au stade maintenant que, comme d'un côté on récupère les justificatifs, en PDF, on a le budget en PDF et on envoie à la Banque de France les déclarations de surendettement et on glisse les justificatifs de manière automatique. Et le logiciel le fait bientôt automatique. À l'heure actuelle, on glisse encore les fichiers, mais le logiciel, par rapport à ce qui a été catégorisé, va aller chercher la pièce à joindre à la déclaration de surendettement. Voilà. Ça représente 400 000 lignes de code. Donc, moi, je tourne à Dijon avec des auto-entrepreneurs, dont un est dédié à développer le logiciel, à faire... Mais c'est un outil pour la Fédé ou j'arrête parce que c'est pas à moi de poser des questions maintenant, mais c'est un outil qu'on va pouvoir... moi, je travaille avec deux institutions, le CCAS de Dijon et le Grand Chalon à Chalon-sur-Saône, avec 50, pour faire simple, 50 travailleurs sociaux, assistantes sociales, et puis elles aiment bien le système et on va essayer de le placer dans les CCAS. Voilà. Eh bien, très bien. Mais je vous remercie tous les 5 pour vos contributions différentes, complémentaires. Voilà, c'est très bien. Et maintenant, mais il nous reste du temps, de toute façon on va le prendre, pour des questions dans la salle auxquelles les participantes seront ravis de répondre. Et donc je vais laisser mon micro, je pense que je vais faire comme ça. Qui me connaissent, tout le monde sait que j'ai toujours une question à poser ou quelque chose à dire. Donc je travaille chez Crésus, je suis Pauline Dujardin. Et juste, je pensais quand vous disiez, Monsieur Bagnoli, votre témoignage était vraiment passionnant et sur l'apport des associations, enfin en tout cas des relations qu'il y a entre la Banque de France et les associations. Un des derniers trucs dont j'ai entendu parler, et c'est en lien aussi avec l'intervention de Gérard, c'est aussi l'évolution de tout le système informatique, le dépôt en ligne des déclarations de surendettement, avec bientôt la possibilité de déposer pour les couples. Et encore une fois, c'est vraiment intéressant ce travail avec les associations, et notamment Gérard, toi tu étais la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, en test pour améliorer le système de la Banque de France et que ce soit efficace. Voilà. C'était pas une question, c'était... Vous êtes au fait des dernières informations, mais vous devez en savoir plus que moi. Moi j'ai une date où ça doit arriver très prochainement, je sais que c'est en recette. Ouais. C'est ça, ouais. Je vous en prie, allez-y. Oui, moi je voulais rebondir également sur cette coopération. Donc Régine Monfranc, je suis à Crésus Île-de-France.
Et je voulais dire qu'on a pas mal apprécié, même beaucoup apprécié les dernières moutures de courrier, et notamment quelque chose qui nous facilite énormément la vie, qui est la dernière page avec la date de mise en application en clair, parce que c'était vraiment la galère pour le trouver sinon. Donc bravo pour ça et merci. Alors, juste petite information, on va retravailler sur les tableaux pour essayer de les simplifier et de les clarifier. Merci à tous les intervenants. Hein. Merci beaucoup. Idriss Ziane de l'IAE de Paris. Je voudrais simplement signifier une chose, peut-être poser une question à M. Bagnoli, parce que les chiffres du surendettement dans cette année sont assez élevés. Hein. On a des chiffres qui, pour la première fois depuis 2019, hein, au mois d'août, on a un chiffre à 5 chiffres, hein, plus de 10 000 dossiers déposés, ce qui n'était même pas le cas en 2019. Est-ce qu'il y a une perspective que ce soit une année assez élevée, exceptionnelle par rapport à cette référence que la Banque de France a pour habitude d'utiliser, c'est-à-dire 2019? Est-ce qu'on a des chiffres prospectifs? Merci. Alors, les chiffres prospectifs sont extrêmement compliqués en matière de surendettement, hein, puisque, pour tout vous dire, tout de suite après le Covid, on anticipait une remontée forte du surendettement. En fait, elle n'a pas eu lieu tout de suite, et on a plutôt l'impression qu'il y a maintenant un effet inflation qui est beaucoup plus sensible et net, et qui fait que sur ces derniers mois, en fait, en gros, depuis 1 an, on a vraiment une augmentation nette du niveau du surendettement. Alors, on est encore loin de 2019. Hein. En revanche, je vais prendre les chiffres parisiens. L'année dernière, c'était plus 6. Cette année, à fin septembre, on est à plus 10,5. Donc, on voit bien qu'il y a une augmentation sensible après des années de décrue, en fait. Hein. Donc, voilà. Là, mais les causes sont pas simples à identifier, et sûrement, vous le savez mieux que moi, mais dans les territoires, il y a des causes qui sont quelquefois multiples. Hein. Nous, on a la commission de Paris et la commission de Seine-et-Marne. Hein. Paris, il n'y a que des locataires. Seine-et-Marne, il y a beaucoup de propriétaires, et on n'a pas du tout les mêmes profils de surendettés. Mais on voit bien que l'effet inflation est certainement un effet qui fait basculer un certain nombre de ménages dans le surendettement. Mais de chiffres prospectifs, pour l'instant, on n'en a pas. On a l'impression d'être sur un plateau. Enfin, on espère être sur un plateau. Du FICP aussi, qui peut être un indicateur précurseur du risque de dépôt de surendettement, puisque le nombre de dépôts de dossiers de surendettement traités par les commissions n'indique pas tout à fait l'état de risque de surendettement, de malendettement, puisque on a un public qui a parfois peur de déposer un dossier de surendettement, alors qu'on a des dispositifs protecteurs. On libère aussi le débiteur sans nécessairement lui mettre en place une PRP. Et puis, il y a peut-être une deuxième cause du risque d'accroissement du surendettement. C'est le durcissement des règles d'octroi du crédit à la consommation, la prudence des prêteurs qui permettait à certains ménages d'entreprendre un rachat de crédit, par exemple, un regroupement de crédit, et ça peut aussi générer à terme. Alors, vous le savez, à Crésus, j'ai beaucoup aimé votre présentation historique. Et Crésus est né en même temps que la loi Neyert. Ça, on l'a fêté avec notre collègue d'Île-de-France le 30e anniversaire de la loi Neyert. Et nos procédures sont admirées un peu partout en Europe. Hein. On est assez exceptionnel. Et il y a un vœu pieux, mais je sais que ça crée toujours des dissensions avec les acteurs économiques et parfois la Banque de France. Notre vœu, c'était que notre pays se dote d'un fichier positif. Vous le savez, c'est un vieux combat qu'on conduit depuis 34 ans, qui, sans nul doute, ne règle pas le problème du surendettement, ni de la pauvreté, mais permettrait d'avoir une transparence, une symétrie d'information sur le marché. Et sans doute, on aurait, nous, en tant que bénévoles, des dossiers moins lourds à traiter. Peut-être ça conduirait les publics à venir plus rapidement vers nous, et de traiter des situations plus douces que celles
comme ce catalogue de Don Juan que vous nous avez présenté, Monsieur le Président, où il y a 70-60 crédits. Voilà. Et je veux dire, nous croyons aussi à l'importance du crédit qui permet aussi aux ménages de financer leur véhicule, leur mobilité, les biens d'équipement. Hein. Si c'est du crédit de trésorerie, c'est plus délicat parce que ça finit généralement mal. J'ai dit récemment au ministre des Finances, qui n'est plus en place, qui vient d'être remplacé, je lui ai dit un jour, vous finirez au guichet de Crésus. Mais il nous faudra nous réunir toutes les forces de la fédération pour accompagner ce surendettement-là. Pardon. Jean-Paul Lerner de Crésus Île-de-France. Monsieur Bagnoli, vous avez fait référence à une espèce de parallélisme qu'il puisse y avoir entre le taux d'inflation et le nombre de dossiers. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se focaliser sur la corrélation qu'il pourrait y avoir entre les taux d'intérêt et le nombre de dossiers de surendettement? Le nombre de dossiers de surendettement n'est pas la mesure de l'ampleur du surendettement, car bon nombre de personnes n'ont pas connaissance de la procédure. Mais en admettant que ce soit un bon indicateur, on a constaté depuis une quinzaine d'années, au fur et à mesure que les taux d'intérêt baissaient, que le nombre de dossiers déposés baissait également. Et intuitivement, on peut le comprendre, car en période de taux d'intérêt bas, un créancier est plus disposé à faire un arrangement avec son débiteur. De même, lorsque les taux d'intérêt sont bas, les personnes qui sont suffisamment informées ont l'opportunité de restructurer leur crédit et donc de bénéficier de taux d'intérêt bas. On savait que les taux d'intérêt allaient remonter. Et ce qui est arrivé est la confirmation de ce que l'on attendait, c'est-à-dire que lorsque fin 2021, début 2022, les taux d'intérêt ont augmenté, comme par hasard, le nombre de dossiers a également remonté. On peut penser que depuis un certain temps, il y a une décrue des taux d'intérêt et on peut penser que cela va avoir des conséquences sur le nombre de dossiers déposés. C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous pensez que c'est une théorie qui mérite d'être creusée par le biais d'une étude, ou est-ce que ça vous semble hautement spécieux comme raisonnement? En tout cas, l'expérience des 15 dernières années montre un parallélisme, une espèce de corrélation. Alors je sais que corrélation n'est pas nécessairement une explication de cause à effet, mais il se trouve que là, intuitivement, ça fait sens. Lorsque les taux d'intérêt remontent, les créanciers sont à niveau attentif. Et donc, moins de plans d'arrangement à l'amiable, moins de dispositifs disponibles avant de devoir déposer un dossier de surendettement, car un dossier de surendettement déposé, c'est quand même un dernier recours, lorsque d'autres dispositifs ne sont pas possibles. En période de taux d'intérêt bas, ces autres dispositifs disponibles peuvent être utilisés préalablement. Alors vous me posez une question compliquée qui serait plutôt du ressort de mes collègues. Oh là, de mes collègues des études. Moi, je vais vous donner un avis un peu personnel. Hein, globalement, je vais sortir un peu de mon rôle. Moi, je crois que sur la question du surendettement, je vous disais tout à l'heure, c'est compliqué de faire des prospectives parce qu'on a du mal à approcher la totalité du phénomène. Moi, je pense qu'on est plutôt sur des sujets de multicausalité. C'est-à-dire, je parlais de l'inflation qui est un des sujets, mais c'est certainement, comme vous le soulignez, pas le seul. Ce que vous soulignez, moi, je pense que c'est une piste qui doit être investiguée. Par exemple, vous soulignez aussi le lien entre le FICP et le surendettement. Au démarrage, intuitivement, on se disait, quand le nombre de fichages en incident de crédit augmente, est-ce que c'est pas précurseur, en fait, une augmentation du surendettement? Et en fait, c'est compliqué. Enfin, pour l'instant, on a du mal, avec des outils statistiques, à faire des modèles qui permettent d'avoir des choses vraiment précises, qui nous donnent des prévisions très très sûres, en fait, avec des écarts d'incertitude qui soient corrects. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail où il faut travailler sur ces multifacteurs et essayer d'investir
investiguer sérieusement toutes les pistes et de voir de quelle manière ça s'agence, en sachant qu'à mon avis, il y a des différences entre une perception un peu macro-nationale et la réalité de différents territoires, je veux dire, comme on a pu en avoir. Donc voilà, le surendettement, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très facile à saisir sur l'analyse. Tout à l'heure, on a coupé la parole à Gérard, enfin j'ai coupé la parole à Gérard, parce que vous vouliez dire quelque chose. Et puis on va prendre encore 2 ou 3 questions, et on va les prendre ensemble. Et ensuite, on se les répartira. Gérard, je vous ai coupé tout à l'heure. Moi, je suis dans le surendettement, mais j'ai toujours été surpris des statistiques de surendettés, alors qu'on ne parle jamais des auto-entrepreneurs, qui sont en fait des salariés des activités, comme le disait Catherine tout à l'heure. Les auto-entrepreneurs, c'est un dispositif de 2009 qui est monté à 2 500 000 en 2022, et c'est des gens qui ont été exclus de la procédure de surendettement. Alors est-ce qu'on n'a pas eu un phénomène de baisse du surendettement par exclusion? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Peut-être que ça continue. Alors on prend 2 ou 3 questions, remarques. Aussi sur l'engagement bénévole, pas que sur le... Oui, non, mais écoute, l'engagement. Crésus, c'est la matière, le surendettement est la matière dans laquelle on excelle et on essaye de reconstruire des parcours de vie qui sont fragmentés. Et je voulais juste rappeler, il y a une autre courbe qui est intéressante à chaque fois qu'il y a une réforme du surendettement, loi Lagarde, loi Hamon, loi Neyertz 1 et 2, etc. Il y a eu une augmentation parce qu'on parlait du surendettement sans doute et il y a aussi ce rapprochement à faire. Je me souviens quand la loi Lagarde a été promulguée, c'est vrai qu'il y avait une forte accélération. La loi était due parce qu'il y avait un risque sociétal. À la fois, bien sûr, n'oubliez jamais le surendettement, bien sûr, il s'agit de protéger le débiteur, mais il s'agit aussi de protéger l'économie en général. Et cet exercice, la Banque de France le fait en tant que tiers. Et quelques-uns, il est de plus en plus difficile d'être bénévole parce qu'il faut être très compétent, parce que les lois évoluent, donc ça on s'y attend. Et puis il y avait autre chose aussi, c'est parce qu'en fait les créanciers font de plus en plus de recours, déposent de plus en plus de titres, et tout ça, quand on arrive, c'est pas si simple. Et donc voilà, je me demandais si vous étiez tous d'accord avec ça, ou si au contraire, une fois que c'est la routine, vous êtes un peu comme des agents de recouvrement, vous connaissez bien la chanson. Voilà, je me demandais si certains ou certaines avaient envie d'en parler. Peut-être d'abord Geneviève et Catherine. Merci. Alors, les dossiers sont tous différents, ce sont tous des cas différents. Et nous les traitons au cas par cas. Je disais, on fait dans la dentelle, mais c'est vrai que nous n'avons jamais, des cas similaires. C'est pas possible. Nous avons, je disais, un département très rural. C'est vrai que nous avons des travailleurs très pauvres et nous, le problème principal aussi dans l'Ain, c'est la mobilité. Donc, vous n'avez pas de moyens de locomotion, vous perdez votre travail. Et vous comprenez que la descente aux enfers, entre guillemets, va très vite. Donc, après, il y a aussi, nous, on le constate, il y a l'explosion aussi de la cellule familiale. Et alors, pour revenir sur les enjeux de recours de créanciers qui seraient aujourd'hui plus exigeants qu'hier, oui, il y a beaucoup plus de pression. Les familles, les personnes nous le font remonter. Il y a beaucoup plus de pression de la part du créancier sur des familles qui ne comprennent pas toujours qu'ils ne vont pas être expulsés dans les 8 jours qui suivent, par exemple, et que si le créancier c'est un crédit, entre guillemets, revolving, écoutez, on va peut-être orienter vers un dossier de surendettement parce que, le crédit n'était peut-être pas obligatoire.
à ce sujet, il y a des recours, c'est vrai. Il y a énormément de dossiers qui présentent des recours de la part des créanciers, donc des dossiers qui vont au tribunal. Beaucoup de dettes de loyers impayés, avec des expulsions. Vous savez que le surendettement n'empêche pas l'expulsion. Donc les créanciers, actuellement, je pense, enfin c'est une réflexion personnelle, hein, je ne sais pas si quelqu'un pourra en parler autrement. Je pense que la situation économique étant ce qu'elle est, les créanciers justement se précipitent sur les titres exécutoires et sur les recours afin de recouvrer le plus possible les dettes qui sont dans la nature. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un fait. Nous compterons les recours. C'est vrai que quand nous avons un dossier de surendettement qui présente un recours de créancier, nous aidons les personnes que nous rencontrons, que nous suivons. Nous faisons des argumentaires que nous préparons dans une chemise avec toutes les pièces. Et la personne, nous la recevons pendant 1 heure ou 2 pour la préparer à l'entretien avec le juge pour ne pas qu'elle perde ses moyens, et elle présente son dossier au tribunal, et en fait à la plupart du temps nous n'y assistons pas, hein, bien sûr, puisque nous ne sommes pas avocats, nous n'avons pas le droit, et ces personnes-là se retrouvent avec une décision du juge qui corrobore ce qu'a décidé la Banque de France la plupart du temps, avec un plan d'appurement ou qui les protège à la limite des créanciers. Voilà. Mais nous avons besoin d'avoir ce professionnalisme et cette analyse pour justement aider le plus possible de bénéficiaires. Et on va prendre encore, je vous en prie, après on va prendre 2 questions, il y en a une dernière. Ce que je voulais rajouter, c'est que la législation a donné beaucoup plus de pouvoir aux commissions de surendettement. Avant, on n'avait pas les mesures imposées, maintenant on a les mesures imposées. Avant, il était possible de faire des recours sur la recevabilité, maintenant c'est plus le cas. Disons que le phénomène d'avoir donné beaucoup plus de pouvoir aux commissions de surendettement, on a quand même moins de recours devant les tribunaux. Alors on prend une dernière salle de questions, il y a une personne et éventuellement une autre qu'on prendrait ensemble, et après c'est fini. Moi c'est plus un témoignage, Serge Lepostat, Crésus Touraine. Dire que notre accompagnement nécessite l'expertise de professionnels, là je veux dire il n'y a plus beaucoup de bénévoles, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. L'expérience, c'est que notre accompagnement n'est pas que technique, il est d'abord humain. Donc c'est 50% de qualité et de savoir-être, d'écoute, d'empathie, de discrétion, de solidarité et de non-jugement, qui fait que les personnes nous font confiance, viennent nous voir, viennent nous revoir et vont au bout de la démarche. Parce que si vous commencez à dire « ouais, mais il va falloir que vous arriviez avec tous vos documents et à tout format », moi je vous dis, on ne voit personne, parce qu'ils n'ont pas ces éléments. Culturellement, ils ne sont pas dans cette logique-là. Alors, ils ne sont absolument pas dans le numérique. C'est pour ça que je reste dubitatif sur les dossiers télétransmis Banque de France, parce que la réalité, c'est 90% des gens n'ont pas les outils, n'ont pas la culture, et ce n'est pas avec un smartphone que vous allez charger tous les documents sur le site de la Banque de France. Donc, c'est d'abord, avant tout, nous, ce qu'on recherche, en tout cas, 5 ans d'expérience maintenant de Crésus Touraine, c'est de l'envie de donner du temps à des personnes qui ont besoin de nos services et de nos compétences. Après, la technique, c'est 50%. Alors, on a une super juriste à la Fédération Crésus, on a des super outils, on a des partenariats qui fonctionnent en local avec les formations de la Banque de France, les programmes UDUCFI, et puis on a l'auto-formation entre nous. Parce que tous les mois, par exemple, nous, on fait une réunion le premier lundi du mois de tous les bénévoles, on démarre la réunion, on fait le tour de table des personnes accompagnées le mois précédent. Donc c'est auto-formateur. Alors on ne rentre pas dans le détail des dossiers faciles, mais des cas de figure qui posent véritablement des principes qui permettent d'acquérir des réflexes après pour tout le monde. Donc c'est de l'expertise opérationnelle
et de la montée en gamme. Mais si tout de suite on dit, vous allez traiter un dossier de PRP avec liquidation judiciaire, là, il n'y a plus personne. Hein. C'est mort. Bah, merci donc beaucoup voilà. pour ce donc moi je voulais quand même oui. apporter ça, parce qu'aujourd'hui on cherche des bénévoles qui ont du cœur, qui ont de l'envie, qui ont de la passion pour les autres et qui ont envie d'aider et de rendre service. Voilà, c'est tout. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage. Et alors Catherine a envie de dire un petit mot. Et ensuite, je propose, même s'il n'en est pas d'accord, de repasser la parole à Jean-Louis qui fera la transition. Non, c'est juste, bon, je viens d'entendre ce qui est dit. Il faut savoir que tous les bénévoles de Crésus sont obligés. Dans notre façon de travailler, nous montons d'abord un diagnostic. Donc un diagnostic veut dire que nous recevons la personne, que nous discutons avec elle pendant au moins 1 heure, déjà au téléphone avant de prendre rendez-vous, ensuite en la recevant dans les antennes, et là on crée le lien de confiance et on peut échanger avec la personne. Chaque bénévole est humain et a de l'empathie. Empathie ne veut pas dire tomber dans le misérabilisme, bien sûr, toujours. Notre but, en fait, c'est de faire rebondir la personne pour que ne pas lui donner la double peine. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle comprenne qu'à un moment donné, il y a le moyen de la faire rebondir, et c'est vrai que le discours n'est peut-être pas toujours empathique pendant toute la durée de l'heure de l'entretien, mais par contre, nous avons une écoute active qui nous permet, nous, de déterminer le diagnostic et de déterminer l'orientation que nous allons donner pour que cette personne puisse justement ressortir la tête haute. Et souvent, lorsque la personne a passé l'entretien d'1 heure, elle est arrivée avec les épaules basses et elle n'a pas encore de dossier, elle n'a pas encore de procédure mise en route, mais par contre, elle nous dit « Vous m'avez rassuré, j'ai l'impression que vous me redonnez du baume au cœur. » Voilà. Et tous les bénévoles de chez Crésus fonctionnent comme ça. Ben merci, je trouve que c'est un chouette mot de la fin de cette table ronde. Je vous propose d'applaudir un peu nos intervenants. Et puis vous le savez, certains ne sont pas là par hasard ce soir et je laisse la parole à Jean-Louis pour la suite. Très rapidement. J'avais promis de ne plus prendre la parole et ma foi étant rouée, on sort de l'Assemblée Générale qui s'est très bien passée, mais je voulais rappeler la technicité, le numérique n'empêche pas de faire de l'humain. Je veux dire, ça peut le rendre aussi plus efficient quand je vois que les dossiers qui sont transmis via la télétransmission et le logiciel de Gérard, on a la recevabilité en 10 jours parce que le dossier est nickel. Mais il faut continuer et pour certaines structures, certaines institutions, c'est le contact humain, c'est le face-à-face. Mais pour d'autres, ça permet, la distance n'est pas un frein. Parfois, on peut faire à distance des choses. C'est le silence qui est un frein. Et puis, je voudrais juste rappeler, d'abord vous dire l'émotion que j'ai à chaque fois quand je rencontre mes collègues de Vieille France. Tout ce qui n'est pas en Alsace, c'est la Vieille France. On est né en Alsace et on tient à ses racines, mais Paris est merveilleux, le Var, Toulon est merveilleux, mais on tient à nos racines. Une institution d'ailleurs qui oublie son histoire n'a pas d'avenir, je le pense aussi. Et on s'inscrit ici dans le cadre des rendez-vous de l'inclusion financière qu'on a lancé ensemble avec Emmaüs à l'époque, en se disant qu'on va aborder différents thèmes. On a eu 5 thèmes importants. D'abord l'éducation financière, ensuite l'inclusion financière des détenus, ce qui est aussi un sujet important où la Banque de France nous a à chaque fois accompagnés pour donner un éclairage lorsqu'on est en prison, comment monter un dossier de surendettement et se préparer à sortir et ne pas récidiver et retrouver une place dans la société. C'est aussi une des missions de Crésus, puisqu'on va dans les maisons d'arrêt pour certains d'entre nous. Et puis on avait fait l'inclusion financière, on prévoit des nouveaux arrivants. Des nouveaux arrivants. Je dis nouveaux arrivants, c'était les migrants, c'était les réfugiés d'une certaine manière, les exilés, qui est aussi un sujet qu'il faut traiter avec humanité et avec responsabilité également,
pour leur donner une place dans la société et les accueillir dignement et leur faire comprendre l'économie française qui est différente, hélas, de leur pays qui est en grande souffrance. Et puis, on a fait le surendettement dans le monde. On avait découvert les Brésiliens, par exemple, qui ont un marché de la dette. Ah, c'est pas la commission de surendettement, mais ça nous fait, et nos amis belges, où le surendettement est une tutelle d'une certaine manière. Donc ça nous a permis d'ouvrir les yeux sur d'autres perspectives. Et puis les prochains sont sur l'inclusion financière des handicapés. C'est aussi un sujet. On a découvert que des citoyens qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés, ils renoncent pour accéder à un crédit, pour être assurés, par exemple. On va faire l'inclusion financière en matière d'assurance, parce qu'on parle toujours du crédit, du surendettement, mais l'assurance est quelque chose d'important, mais qui a aussi été perverti parfois. On voit des gens surassurés, des personnes surassurées, et donc là aussi on a un rôle d'éclaireur, d'échange avec l'écosystème. Et puis on voudrait faire aussi l'inclusion financière des joueurs excessifs. On a aujourd'hui à la Maison de l'inclusion financière la fondation FDJ qui nous soutient, mais qui nous demande en contrepartie d'accompagner les addictifs qui étaient rejetés des dossiers de surendettement. Ils étaient déclarés irrecevables parce que le jeu est considéré comme une turpitude. C'est ridicule, c'est une maladie parfois. Et on a l'intention, on en a parlé aujourd'hui à notre Assemblée Générale et au Conseil d'Administration fédéral, on voudrait sortir les actes des rendez-vous de l'inclusion financière, profiter de ces thèmes qu'on a abordés et peut-être apporter un éclairage au pouvoir public, à la société, ce qu'on peut mieux faire d'une certaine manière, pas en dépensant plus d'argent, mais en cherchant peut-être des solutions, des articulations. Vous savez que notre pays est un pays qui légifère énormément. Parfois un peu trop, et peut-être aussi changer l'attitude. On avait fait aussi l'inclusion financière des femmes, qui était aussi un sujet où les banques commencent à prendre conscience que, par exemple, on a des couples qui se séparent. Vous savez, quand il y a un problème de surendettement, les gens se déchirent, les couples, au lieu de rester ensemble. D'ailleurs, notre plus grand bonheur en tant que bénévole, c'est quand on a un couple qui arrive et puis l'un rejette la faute sur l'autre et on essaie de les réunir, on dit on va vous aider à retrouver le chemin, et puis s'ils ne divorcent pas, c'est une victoire pour Crésus. C'est ça l'humanité du quotidien. Donc on va travailler dessus et travailler et avoir le support de scientifiques comme on l'avait souhaité, le regard également peut-être de politique d'une certaine manière, et puis des citoyens. Donc on va sortir périodiquement sur les différents thèmes qu'on a traités, y compris le bénévolat qui mérite aussi une réflexion. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un avantage fiscal pour les bénévoles? On a un système où les kilomètres, les indemnités kilométriques, on fait un reçu fiscal aux bénévoles et ça donne quand même une compensation. Et puis le bénévolat, puis je veux conclure aujourd'hui en disant qu'après le verbe aimer, qui est un verbe important, le verbe aider et accompagner est le plus beau verbe du monde. Voilà. Vive les 20 ans. Eh ben, merci beaucoup pour ces derniers mots, Jean-Louis. Et puis je vous propose de passer de l'autre côté, où vous attend un gâteau, parce que je crois qu'il y a un anniversaire à fêter, ça n'est pas le mien. Et puis